puisque c'est destiné à être écouté par, j'espère, des coachs, je voudrais juste, moi qui m'en vais, rappeler à quel point donner, écouter et prendre conscience qu'on est ensemble, parce que des fois, il y en a qui s'isolent, c'est important pour grandir et c'est important pour s'améliorer dans sa tâche de coach. Bonjour tout le monde. Nouveau numéro aujourd'hui de Hub Talk, le 63e, la troisième année après un long break. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'émission. Donc je reviens dans le bain un petit peu. Puis l'objectif, c'est de pouvoir poursuivre le mouvement, continuer le mouvement un petit peu. On va voir comment ça va se dérouler. Je suis très motivé, mais comme vous le savez, j'ai un métier qui me tient assez occupé. Mais bon, ça me manquait trop. J'avais le goût de recommencer. Puis aujourd'hui, ben justement, je me suis dit, je vais recommencer. Puis je vais recommencer avec quelque chose encore plus agréable que d'habitude. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Julien Jacquier, ancien entraîneur de l'équipe de France, entraîneur d'Aruba à Paris, médaillé à Paris avec son nageur Clément Secchi au relais 4x104 nage. Et en plus d'être un entraîneur, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années, que j'ai connu quand même très jeune, on en parlera un petit peu. Donc, bienvenue Julien, comment ça va? Hello Greg, ça va? Voilà, sans pas Bonjour trop tout le monde. nerveux, passer sur rôle de Talk, la grande chaîne du sport, sur whatever, non, ça va? C'est ma première, donc on va voir. Premier talk En général, par le meilleur. pardon? Je commence par le meilleur. Bon, écoute, regarde, j'espère que ça va bien se passer. Je vais pas trop cuisiner. C'est comme d'habitude, on est toujours dans les échanges. Aujourd'hui, on va parler de performance, on va parler certainement un petit peu de la vie en général, la gestion des athlètes, et puis ça va certainement dévier dans pas mal de sujets. Donc, bienvenue tout le monde. Julien, 40 ans, multiple médaillé international, je pense que c'est une trentaine de médailles internationales, quelques médailles olympiques, euh, quelques médailles olympiques, tu as notamment coaché Mehdi Metella, Florent Manodou, Mélanie Hennick, Marie Vatel, Clément Secchi récemment, Perny Bloom, qui était aussi une de tes nageuses médaillées aux Jeux Olympiques, tu m'as dit c'était en À Tokyo, ouais, en Tokyo. 2021. Ouais. Tokyo, donc médaillé à Tokyo avec Perny, médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo, encore une fois, avec Florent au 50 livres, médaille d'argent. Donc voilà quoi, un beau petit peu palmarès, un entraîneur de sprint quand même bien reconnu en France. Puis on parlera un petit peu natation pour les aficionados et les spécialistes, là, les gens qui aiment bien aller chercher quelques petits trucs. Si tu veux lâcher deux, trois petites pistes, puis on va échanger autour de tout ça. Donc, Julien, on va commencer direct Ça me va. dans le vif du sujet. On était tous les deux aux Jeux Olympiques de Paris. Toi pour Aruba, tu avais un nageur d'Aruba qualifié, tu avais un nageur sur l'équipe d'Israël qui était qualifié, tu avais trois nageurs sur l'équipe de France. Moi, j'étais avec l'équipe du Canada. Ça nous donne toujours l'occasion, ces compétitions internationales, de se retrouver un petit peu. Là, on était un petit peu plus occupé. Hein. C'est C'était chargé. Ouais. pas le même beat, les jeux. On va parler de ça aussi. C'est très demandant. Alors, autour des jeux, tu rentres avec une médaille de bronze, avec Clément en relais 4x4 nages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, tu fermes un chapitre un petit peu de ta carrière d'entraîneur à ce moment-là, parce que tu as décidé depuis un petit bout de temps maintenant de déposer un peu les chronos, puis de changer un peu d'activité. Avant de parler un petit peu du changement d'activité, on va revenir donc sur les jeux, comment tu te sens un mois après cette dernière ligne droite en fait. Écoute, ouais, c'est un sujet vaste, hein. Il m'a fallu du temps un peu pour digérer et savoir en fait un peu les ressentis que j'avais sur place. Bon, la première chose qui me reste, c'est on me demande alors Paris c'était cool, Paris c'était cool. Et effectivement, Paris, ça restera un très beau souvenir pour moi. Euh, les jeux, c'était exactement là où j'ai grandi. Donc, vivre les jeux là où tu as traîné dans les rues, là où tu as, voilà, où tu fait une bonne partie de ton enfance et de ta jeunesse, c'est vraiment spécial. J'étais pas sûr d'y aller puisque sélectionné avec une équipe étrangère cette fois. Et j'étais pas sûr avant d'y aller de forcément avoir envie de vivre ça comme ça. Et aucun regret parce que ouais, c'était de beaux jeux, de grands jeux. Et en plus, c'était chez nous. Donc voilà. Et puis,
on va en reparler après, mais les performances sur place, l'orga, enfin, c'était un moment incroyable. Et puis après, plus d'un point de vue plus personnel, c'était aussi des bons jeux parce que, bon, comme d'hab, on arrive avec 6 athlètes. J'avais 6 athlètes, m'en occupais de 6. On peut pas faire banco et 100%. Et je dirais qu'une bonne moitié repart de là déjà à leur niveau. Ils ont atteint leur potentiel, le potentiel qu'ils pouvaient avoir sur place. Ravis, heureux d'avoir participé à ces Jeux Olympiques qui peuvent rapidement se transformer en enfer quand on n'est pas bon. Donc, c'était des bons moments de partage avec ces athlètes. Malheureusement aussi quelques échecs qui permettent toujours d'apprendre. Et beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées au bassin. Ça, je me souviendrai de ça. Beaucoup de temps passé dans les bus, comme d'habitude. Mais c'est aussi un aspect quand même, je pense, important à transmettre. C'est cette logistique et cette énergie que prend les Jeux Olympiques au coach. Beaucoup de temps de passer aux piscines et voilà, beaucoup d'émotions aussi. Voilà Les comment gens ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe à l'intérieur des jeux. Hmm. Pour nous, entraîneurs, euh, les journées sont quand même assez demandantes, assez Et lourdes. ouais, Plusieurs athlètes à gérer. Ça commence tard le matin, ça finit tard le soir. Entre les deux, il y en a qu'il faut que tu entraînes. exactement, ça s'arrête Matin, jamais. matin, tu les prépares, plus les meetings. Euh, Coordonner, envoyer les textos à gauche, à droite, tu viens à telle heure, moi à telle heure, et ceci et cela. Toi, t'es off, toi, tu vas à l'autre piscine. Toi. Donc, c'est vrai que c'est la, prenant. Ouais. la logistique est derrière, puis les transports, les temps dans les transports, les temps dans le restaurant, Hmm, les temps de récupération qu'il faut maximiser au maximum. Maximiser au maximum. Il faut hmm. maximiser. Non, c'est super, super, super important. Mais tu parlais d'émotion, c'est plus ça qui m'attire, qui me pique là. Tu me parles d'émotion, et puis comme ça, là, quand tu me parles des jeux, puis tu me prononces le mot émotion, c'est quoi qui te vient direct là, tout de suite? La première chose qui te vient. Ah, ça va être banal, hein, mais c'est les épreuves de Léon. Et c'est surtout la première qui me reste, moi. La plus belle pour moi, c'est le doublé. 200 papes, 200 brasses, mais la plus belle pour moi, c'est bon, l'effervescence du public. C'est un des premiers jours. Ils sont pas encore trop chauffés encore, ils n'ont pas encore mis leur routine en place, le public, mais c'est de voir le monde de la piscine, le monde de la natation mondiale, qui arrête tout pour aller voir Léon. Et j'ai trouvé ça fantastique. Ils voulaient tous voir ce moment. C'était un moment voilà, suspendu, scotché. C'était vraiment important pour tout le monde de le voir et j'ai trouvé ça fantastique qui est voilà, ce jeune Léon qui puisse susciter ça chez autant de monde parce que nous, on soit fan de lui, on le connaît depuis très longtemps, il est français, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a beaucoup plu de voir ça. C'est fou, hein, la Le dimension. vecteur, tu sais, le vecteur voilà, on sait qu'on va aller vivre un grand moment. Tu vois, personne n'avait envie de louper ce moment-là. Même les nageurs qui avaient des courses le lendemain, etc., ils avaient organisé leur journée, leur soirée pour être là. Et c'était plein, on pouvait à peine accéder aux tribunes ou au coach corner. C'est fou, c'était une ambiance un petit peu. Je faisais une belle petite métaphore. Je trouvais que c'était les interclubs de l'époque fois 100. Tu sais, Exactement. l'échelle stade de rugby, truc. C'était vraiment être nageur et entendre tout ce support-là, ça devait être. Ouais. Il va se souvenir à vie, quoi. Mais Puis c'était super simple en même temps. Voilà, ils répétaient juste Léon, Léon en boucle, ils chantaient. Voilà, c'était pas non plus, tu vois, surfait. C'était spontané de la part du public. Ils étaient tous très heureux d'être là aussi, tu vois. Tu sentais qu'il y en a qui n'avaient pas forcément eu leurs billets jusqu'à 1 heure avant, 2 heures avant, etc. Il y avait une belle, belle énergie de partage, tu vois, de vivre ce moment historique, à mon avis, d'ailleurs. ah, c'est historique. Le mot peut-être que tu cherchais, c'est le mot communion. Je trouvais que c'est ça. C'est peut-être Ouais, une belle communion dans le public. Non, c'était impressionnant. Bon, moi, toi, c'était tes troisième jeux, c'est ça? ouais, le troisième jeu sur place, ouais, en tant que coach, ouais. Hmm. Troisième jeu. Hein, moi, c'était mes premiers. J'ai eu la chance de les faire en tant qu'athlète. Puis, je trouve que, bon, pour moi, il n'y a rien qui remplacera Sydney. Là. Je trouve que Sydney, l'Australien, c'était quelque chose. Mais comme tu dis, recevoir les jeux à la maison. On est français tous les deux. On a grandi à peu près Hmm. dans le même secteur. Être là dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, Ouais.
Ouais, c'était c'était très très particulier, puis c'était sympa, c'était vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi personnellement bien organisé, aussi chaleureux. J'ai trouvé Ah ouais, c'était une claque. les bénévoles top, quoi. Top, top, Ouais, c'est clair. top, top. Ouais, on Vraiment. se sentait pas capable de. Voilà, on connaît nos petits problèmes français, on se sentait pas capable forcément d'imaginer que ça serait aussi calé, aussi carré. Et du coup, puisque c'était bien organisé, tout le monde pouvait que profiter. Ça, c'était incroyable. Même Et les problèmes de bus au début, ça a été corrigé ça a vite. été vite, vite réglé. Dès qu'il y a eu Euh, des petits problèmes, ils les ont réglés très vite. ouais, ouais, c'était tout allé dans le bon sens. Et tous les Parisiens qui ont Et quitté parce qu'ils pensaient que ouais, ça allait être le bordel, le bordel à Paris au mois ouais, de... mais en vrai, la plupart des gens, enfin, C'est ils ont dégoûté. adoré. Les Parisiens qui sont restés, ils ont adoré. Il y en a qui Ils ont sont rentrés dans profité paralympique après encore avec leurs enfants, etc. Moi, j'ai des amis qui ont profité de chaque épreuve, chaque jour. Même avec mes amis, on n'a jamais autant parlé de sport que pendant ces Jeux, alors qu'ils sont fans de foot notamment. Et ouais, non, ça a suscité un beau mouvement en fait, une belle pause, je trouve. Moi, en termes d'émotion, bon, c'est sûr que Léon, tu peux pas le rater. Le doublé de 200 fly, 200 bras, c'était quelque chose de fort. Mais bon, je suis super occupé, donc j'ai pas pu voir toutes les courses. J'ai vu 200 fly, 200 brasses. Je pense que la journée du 404 nage, j'étais occupé avec les filles du relais. Je l'ai vu du bord de la piscine, mais je l'ai entendu. Je l'ai Ouais. entendu. Tu l'entendais quasiment j'allais dire jusqu'à Levallois, tellement il y avait Ah ouais, ça a vibré. vraiment, vraiment vibré. Mais en termes d'émotion, je te dirais, il y a Léon. Puis il y en a une, moi, qui m'a une médaille une performance qui m'a touché peut-être plus que d'autres. Enfin, je dirais deux, mais je vais faire honneur quand même à une des plus. D'ailleurs, son entraîneur est enfin, un de mes invités bientôt. Je cherchais le nom tout à l'heure, je voulais te le dire en off, puis je ne le retrouvais pas. Ben, c'était Sarah Chochtrom. Je trouvais son sang libre. Magnifique. Waouh, c'était. Après, il y en a d'autres, hein. L'autre, Lipanzi au sang libre, etc. Mais Sarah Ouais, Chochtrom, mais justement, Sarah, c'était beau. Moi, c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai croisée. C'est d'habitude, elle a l'habitude de gagner. Celui-là, en fait, elle s'y attendait pas. Et tout de suite, pareil, elle était dans l'émotion. Et on a réussi à capter ça. Elle a partagé ça tout de suite au bord du bassin. Après, derrière, en off, avec toutes les équipes, elle se faisait arrêter tous les 5 mètres parce que tout le monde était ravi pour elle. Et on le sait que le sport, c'est ça. Mais ça n'a pas tout le temps lieu, en fait. Et justement, Sarah, tu as raison, c'est un très beau moment. c'était pas mal. Après, il y en a plein d'autres, comme tous les Jeux Olympiques. Mais bon, oh, comme ça, qui me saute à la face, c'est un petit peu ça. Puis en termes d'émotion, un peu plus proche de toi, un peu plus proche des athlètes que tu as accompagnés, de ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a des moments que tu retiens? Bon, on parlera un petit peu des choses qui ont peut-être un petit peu moins bien été, mais tu sais, moi, je trouve. Pour te suivre et t'accompagner un petit peu dans pas mal de compétitions internationales et par rapport aux échanges qu'on a, je trouve que la performance de Marie est juste extraordinaire par rapport à ce qui est arrivé. Mais ça, on va en parler aussi. Mais toi, en termes d'émotion, tu te situes où par rapport à tes athlètes? Alors, moi, en tant que coach, j'ai pu, pu ou pas beaucoup d'émotions parce que j'essaye juste d'être à l'écoute dans l'observation pour donner éventuellement ce qu'il faut. Et pendant la course, même quand c'est une finale, parce que leur programme est jamais vraiment terminé, j'essaye de rester très, très neutre. Donc, c'est vrai que ces émotions-là, je peux pas trop t'en parler parce que c'est pas une posture que je prends. Par contre, ce qui me reste, et c'est notamment Marie, je vais t'en parler tout de suite, c'est de voir les sourires le après. Une fois digéré, les mots, même des fois, même si je suis pas trop ce monde-là, les posts Instagram, etc. Et effectivement, Marie, c'est une magnifique compète parce que elle, elle a eu une carrière progressivement. La réussite s'est installée progressivement, et puis lorsqu'elle est arrivée, elle a un peu perdu le sens. Elle a cru que c'était une obligation, et c'est devenu un poids, etc. Et l'année d'avant, au Japon, ça avait été une saison catastrophique, une galère, et s'en est suivi beaucoup de blessures, et notamment le début de saison olympique, où elle n'a pas pu s'entraîner pendant presque 3 mois. Et donc, tu repars avec zéro confiance, avec un corps qui est plus prêt, etc. Et elle a réussi à renclencher le plaisir du quotidien, le plaisir du process. Et en fin de compte, elle arrive au jeu en sachant qu'elle
elle n'a pas grand-chose dans les mains, mais elle a un rêve de finale au 100 papes et qu'elle va tout faire pour. Et elle fait deux belles courses. Malheureusement, ça passe pas pour la finale. Elle est neuvième à 4 dixièmes derrière la Suédoise. Et, euh, et rapidement, elle switch. Et le reste de la semaine, c'est du kiff. Alors, c'est ma vision des choses. Peut-être que elle te raconterait les choses autrement, mais elle passe sur le crawl. Elle se régale. Elle fait sa meilleure course depuis les Jeux de Tokyo. Elle fait des relais dans lesquels elle s'éclate. Elles se prennent à croire qu'ils peuvent faire une médaille au relais mix et font quatrième. Donc ça, c'est un moment d'observer des gens qui ont souffert et qui sont capables, par leur travail euh, et par probablement un peu d'écoute de tous les gens avec lesquels elle a travaillé, voilà, de switcher et de retrouver le chemin du plaisir. Ça, c'était, pour moi, ça n'avait pas de prix. Ça, c'est quand même le truc que je retire pour Marie. Grosse émotion très négative pour Mélanie, qui, voilà, moi je reste persuadé qu'elle a jamais sorti au 50 crawl la course qu'elle est capable de faire et qui passe totalement à côté. Alors bon, j'ai pas l'explication de tout ça, j'ai des pistes. Et puis après, bah, la fin de semaine géniale où Clément, qui s'est entraîné au Canada pendant 3 4 ans, euh, est arrivé un jour chez nous par hasard parce qu'au lendemain du Covid, il n'y a pas de piscine. Et voilà, on flash sur cet athlète et puis 4 ans après, il rentre dans un relais. Enfin, déjà, il fait une demi-finale. Je crois qu'il arrive au jeu avec genre le 22e, 23e temps. Il fait 13e, à un centième derrière Caleb Dressel. Donc voilà, il a sorti une course énorme en demi-finale. Il est fier de lui, il le sait. Et le lendemain, il rentre dans ce relais, il fait un super 100 papes dans le relais. Ils font premier des séries, chose qui n'était pas vraiment attendue, même dans les calculs de l'équipe de France. Et puis après, il voit ses coéquipiers remporter la médaille. Donc, il peut profiter de ce moment. Et de ce que j'ai vu, il a même profité de ces moments après dans la célébration des médailles, etc. Donc, voilà, je suis comblé pour eux. Voilà, quand ça se passe comme ça. Il s'est gavé. C'est quoi que tu ressens, toi, quand les Jeux Olympiques se terminent? Ouf, c'est fini. Vite un break. Ou un peu de tristesse. Ou c'est quoi le feeling à la fin? En vrai, bon, je pourrais te parler du mien après, mais c'était quoi un petit peu ton ressenti, quoi? Alors, tu en as parlé tout à l'heure. J'étais dans une position un peu spéciale parce que c'était mes derniers jeux, ma dernière compète, mon dernier boulot d'entraîneur. Donc, j'avais pas forcément prévu ce qui allait se passer dans ma tête à ce moment-là. Et finalement, j'étais juste fatigué. J'étais pas dans ah, c'est la dernière, tu vois, la nostalgie ou presque, j'avais pas envie de créer ça dans ma tête. Et donc, je te dis, c'est 15 jours au village, à dormir très peu, à beaucoup travailler. J'ai envie je repars, tu vois, je book mon train. J'ai juste envie, c'est d'aller rejoindre Savoie et de souffler parce que franchement, c'est épuisant de gérer des athlètes pendant les Jeux Olympiques. Tout est démultiplié, les émotions, les réactions. euh, voilà, donc, et puis après, tu te dis, waouh, tu te dis quand même 3 fois les JO. Ça se termine, mais j'ai rien à regretter. Ça se termine bien en plus. Euh, voilà, ça va pas plus loin que ça, parce que je suis pas quelqu'un qui suranalyse trop ses émotions, mais euh, un sentiment de devoir accompli, pas de regret, hâte d'attaquer la suite. Voilà comment j'ai terminé ces jeux. Écoute, je te les ai adressés par rapport à Clément, mais je vais t'en adresser d'autres. Puis j'espère, parce que tu es, selon moi, un des meilleurs entraîneurs français, tu es un très bon coach, puis en plus d'être un très bon coach, humainement, tu es quand même extraordinaire. Donc, je voulais t'adresser mes félicitations pour l'ensemble de ton œuvre, parce que 3 Jeux Olympiques, c'est une quinzaine d'années au plus haut niveau. Tu es parti de loin aussi, tu es parti de très très loin. Et, et puis, tu as fait ton petit bonhomme de chemin, tu as tenté des expériences, puis ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est sûr que même s'il y a un livre qui se ferme, tu emmènes avec toi énormément de choses que tu as apprises dans ce parcours-là. La relation entraîneur-entraîné, la gestion d'échecs, toutes les qualités qu'il faut pour un entraîneur
arriver à ce niveau-là, le travail acharné, la résilience qu'on doit avoir par moment, capacité à toujours être aussi, à bien se préparer, mais surtout à s'adapter, voilà. Parce qu'il peut toujours arriver plein d'incidents, plein de choses, hein, sur le parcours, hein, comme les athlètes, hein, c'est jamais toujours c'est jamais vraiment linéaire, mais on arrive, enfin, je pense que tu as très bien réussi à toujours continuer à avancer. Donc, regarde, chapeau bas pour l'ensemble de Merci beaucoup. ton œuvre, tu le mérites pleinement. Et puis, je pense que j'espère qu'on va te revoir un jour sur les bords de bassin. Euh, Personnellement, c'est bon, moi, tu vas me manquer, hein, ça va pas être évident. Les prochaines compétitions internationales, je touche du bois s'il y en a d'autres. Mais oui, il y en aura d'autres. Voilà. On a perdu un gars de l'équipe. On aimait bien. J'ai adoré Fukuoka, ces petits moments après, tranquille, on pouvait redescendre, relaxer un petit peu. C'est toujours bien de. En tout cas pour moi, que sur une équipe canadienne où la culture est différente, c'est pas une culture française ou africaine. Je dis pas qu'on n'a pas de fun, hein, on s'éclate, il y a quand même une bonne ambiance entre les entraîneurs. Mais ça fait toujours du bien de retrouver La tout ça. culture, Peut-être que toi, à ces moments-là de compétition, tu auras peut-être une petite pensée où ça va te manquer un petit peu, non? c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que c'est les bons moments. Tu sais, ce que j'ai souvent dit à mes athlètes, et là, je trouve que tu t'en parles bien, c'est on se rappelle certes des moments où on lève le poing, c'est fort. Mais en fait, on se rappelle surtout des meilleurs moments qui sont souvent ces moments humains, ces moments quand tu es athlète, c'est les conneries que tu fais, c'est quand tu es gamin, quand tu pars en stage, c'est tu vois la misère que tu fais à ton coach quand tu es jeune, c'est voilà. Et pour nous, pour les coachs, c'est pareil. Je crois que on le voit bien dans toutes les équipes. Il y a des soupapes de décompression, elles sont nécessaires, mais elles font surtout partie du taf. Il n'y a pas que la perf, être là au bord du bassin, prendre des chronos, dire des choses qui sont intelligentes ou pas. Il y a aussi une autre partie, c'est que tu es un humain et qu'il y a un équilibre à trouver. Et c'est vrai que les gens le savent peut-être pas, mais nous, on s'est trouvé il y a 3-4 ans et depuis, à chaque compète, voilà, pendant les stages ou quoi, on a des moments pour redescendre, pour se parler, des fois on pleure, des fois on rit, des fois on se parle pas, on boit un coup, mais dans toutes les équipes, il y a ça et je crois que une équipe qui est très impressionnante, c'est l'équipe australienne et ça, ils sont très forts pour ça. On sait qu'ils se retrouvent le soir et que en fait, c'est 2 semaines de fête aussi pour les coachs. Ils dorment pas beaucoup, les coachs australiens. En tout cas, certains que je connais. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça en fait partie. C'est un équilibre, comme tu as dit, qu'il faut Faut pas trouver. l'oublier. Ouais, Je pense que, bon, et moi, j'aurais toujours voulu en avoir plus, des moments comme ça, comme Budapest, ou à Tokyo ou même à Paris, mais on en a eu quand même, on en a eu quand même quelques-uns. Puis, bon, ben, ouais. you will be missed. Hein? Et à côté, puis je suis sûr que je suis pas le seul. Tu sais, moi, en rentrant des Jeux, puis je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce que j'ai trouvé difficile, c'est les félicitations. Tu sais, Ah, tout le monde, parce qu'ils ont un regard extérieur, ils sont tous excités d'avoir regardé, ils ont vécu le public, les nageurs, les entraîneurs que tu n'as pas revus. Moi, je commence à retrouver un peu la communauté, parce que j'ai appris le travail depuis il y a 3 semaines et demie, 4 semaines. Et tout le monde arrive assez enthousiaste, en fait. Il y a quelques entraîneurs qui arrivent avec, quelques personnes proches que je connais, qui arrivent avec un petit peu le même ressenti que moi j'avais. Puis les félicitations, il faut apprendre à les prendre. Puis il faut aussi être capable de prendre du recul par rapport à ça. Donc c'est sûr que moi, perso, juste après, j'avais juste le goût de, putain, c'est quand on y va, let's go, parce que tu as goûté à quelque chose, tu es passé proche d'un truc, puis bon, tu veux pas que ça se reproduise, donc tu aimerais ça précipiter les choses pour pouvoir avoir une autre opportunité. Maintenant, je ça, comprends. on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis après, tu apprends à regarder avec un peu plus de recul, comme on disait tout à l'heure. Putain, l'année, les 3 années de travail qu'il y a eu, puis l'année qui a amené jusque-là. Et puis se souvenir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je disais, on part de loin.
Toi, tu pars de Bois-Colombes, hein? Moi, je pars d'Abidjan. En passant, Encore plus loin. en passant en passant par à côté. Donc, oui, et puis moi, bon, comme tu sais, il y avait un élément, un maximum de choses émotionnelles qui venaient me chercher. Bon, je peux en partager une, c'était plus le fait d'avoir, bon, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, puis presque 2 ans maintenant. C'est quelque chose dont on se parlait, Paris, les Jeux Olympiques, il était tellement fier d'avoir un enfant, est-ce qu'on peut le dire en ligne? Ouais, bon, d'avoir un enfant black qui fait ce travail, qui est plus un travail dans d'un milieu un petit peu plus blanc, on va appeler ça comme ça. Mhm. Puis pour lui, ça a toujours été un sentiment de fierté que moi, j'ai jamais touché, que je commence à vraiment de plus en plus réaliser. Donc, ça m'a accompagné dans tout ça, puis être là. Bon, il n'était plus là pour le vivre, mais avec moi. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il était là pour le vivre. Et ça m'a accompagné, puis j'ai trouvé ça, c'était aussi quelque chose de très précieux d'être là à ce moment-là, avec tout ce contexte-là. C'était vraiment bon. Puis après, bon, Marie qui a fait la compétition qu'elle a faite, il y a du bon, du moins bon, c'est riche d'apprentissage, mais elle a encore plus faim. J'ai l'impression qu'elle a pas débranché. Non, mais Euh, tu vois, dans ce que tu disais, je te coupe, mais tu vois, la posture ou la position de ton père, tu vois, quand tu dois accepter les félicitations, euh, l'angle, performance, euh, la médaille et seulement la médaille, euh, en fait, c'est ton aspect, c'est ce qui te drive au quotidien, etc. Mais c'est pas l'essence de ce qu'on fait. Et deux, euh, tout le monde a sa perspective et il y a plein de gens qui t'ont félicité parce que dans leur perspective, ce que tu as accompli, moi je t'ai félicité un des premiers et tu n'étais pas encore prêt à le recevoir d'ailleurs, euh, quand on sait ce que ça représente, et c'est pas pour faire du pathos, mais en fait, chaque moment, tu l'as vécu, chaque moment, tu l'as investi avec un but, avec une philosophie. Tu peux rien en regretter. Et donc, chacun a sa perspective. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui félicitent parce que euh, quatrième au monde, aux Jeux Olympiques, là où tout le monde doit être au top de son top, c'est un accomplissement en soi. Et c'est, je pense, aussi un moyen de témoigner à nous, entraîneurs, on sait que vous êtes derrière, bravo pour tout ça. Tu vois, donc il faut les prendre aussi, même si on ne sait pas forcément toujours le faire. On prend les compliments, c'est pas simple, mais c'est vrai que voilà, la symbolique émotionnelle des Jeux Olympiques, tu parles de ton père, tout le monde met plein de choses dedans, son enfance, etc. Et je pense que, ouais, félicitations, parce que moi j'ai vu, je suis un peu au courant de tout ce que vous avez accompli et de l'évolution, et c'était vraiment beau, quoi. c'est beaucoup de travail. Quand j'y repense, ça Et fait ouais, pas que dans les bassins, pas que dans les bassins. Les heures passées à réfléchir au programme, comment l'aménager, comment garder la motivation. Euh, voilà, des moments de conflit dans le groupe où tu as dû gérer ça très tôt dans l'année. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup, beaucoup de paramètres. Donc, il y avait trois filles plus fortes ce jour-là, quoi, c'est tout. ouais, c'est clair. Et, Il et faut ce jour-là, ouais, ouais. cette journée-là. En tout cas, donc, félicitations à Marie-Sophie qui risque d'être une des invitées, de nos invités bientôt. Et puis, regarde, on va tourner la page, puis regarde, on va essayer de garder ça dans sa boîte à souvenirs pour continuer à avancer parce que c'est ça qui nous drive. Hein. Mm. On avance, que ce soit, bon, moi dans ma direction, pour l'instant, je tiens le coup là. Toi, toi qui pars un petit peu de l'autre bout. Puis je vais fermer la parenthèse avec les Jeux Olympiques. Puis je veux juste te demander, puis moi bon, j'ai commencé à écrire. J'aime bien faire un petit post-mortem sur les choses que j'ai apprises, les choses que je retiens, vraiment avoir une belle réflexion un peu plus loin de l'émotion, parce que j'en ai écrit pendant. Je regarde mes notes sur qu'à chaud, ça ne reflète pas toujours ce que tu peux penser sur le moment, même si avec l'âge maintenant, une certaine maturité, tu es capable, dans le moment, comme je disais tout à l'heure, la posture, Mm. c'est de justement pas trop rentrer dans l'émotion pour être capable de garder sa raison à 100%, parce qu'il y a tellement de décisions. Mhm. Tu ne peux pas te tromper, les gens ne se rendent pas compte toujours. Tu peux pas te tromper sur un mot, sur une décision. Mhm.
comment tu peux setter ta semaine d'entraînement, où tu peux faire de l'intensité, ou quel genre de récupération tu vas faire, t'adapter à quelle situation. Moi, Marie, mettons, tous les voyants étaient au vert 10 jours avant à Caen. Il y a un petit malaise, il y a quelque chose qui se passe. 1 heure du matin, elle m'appelle, tac, truc. Bon, tu as 10 jours Et déjà. ouais. Ça, c'est des choses auxquelles on se prépare. On sait que ça Mm. peut arriver, comme le 4x100 où elle avait le deuxième temps dans l'équipe, puis elle se retrouve à pas nager la finale, alors qu'on pensait qu'elle Mhm. allait se faire. Avec le 200 000 qui revient le lendemain, toute la gestion que ça peut avoir entre les deux, parce que ta meilleure épreuve est arrivée, mais tu commences vraiment pas comme tu espérais commencer. Ouais, c'est clair. Toutes ces choses-là peuvent te toucher. Puis tu as aussi la gestion autour. Tu sais, toi, tu vis ce que tu vis avec Marie, tu vis ce que tu vis avec Clément, mais en même temps, il faut que tu célèbres. Puis de l'autre bord, tu as Mélanie qu'il faut que tu gères, qui attend toute la semaine pour sa course. Et puis finalement, ça ne se passe pas comme on Mhm. devait certainement espérer que ça se passe, ou elle devait espérer que ça se passe. Puis il faut gérer ça aussi, parce que ben, est-ce que tu as le droit d'exploser quand Clément est là, et puis l'autre à côté? Enfin, C'est ça. c'est toute une gestion, mais Absorbé d'un côté, ouais, c'est ça. C'est. absorber, supporter. Jamais Mhm. trop, et jamais trop non plus, pas trop non plus rentrer dans. Moi, j'ai la chance de coacher à Marseille depuis 12 ans et on a toujours eu des gros groupes et des gros groupes qu'on accompagnait l'été en compète internationale également. Donc finalement, très tôt, dans les phases d'entraînement où tout le monde fait la même course, ou pendant les compétitions où l'un célèbre, l'autre pleure, t'apprends à finalement être qu'un miroir où l'autre se reflète dedans, mais toi, tu montres rien pour justement ne pas rajouter à la tristesse ou tu vois, ou créer même, tu vois, des histoires qui pourront, tu vois, des vieux dossiers que l'athlète peut te ressortir plus tard, ou, juste pour pas le gêner, en fait. Juste moi, j'ai appris ça avec le coaching et je m'en servirai toute ma vie, c'est que la plupart du temps, en faisant rien, c'est mieux. Et des fois, il vaut mieux apprendre à être personne, à être quasi absent pour absorber, pour laisser les émotions de l'athlète sortir, les mots sortir, etc., plutôt que de vouloir coacher ou de vouloir orienter tout le temps, etc. Et c'est vrai que moi, l'expérience à Marseille m'a beaucoup aidé pour ça, de pas, tu vois, de pas se louper, parce qu'il faut être la bonne personne pour l'une, l'autre, sachant que chacun est 12 personnes en 4 jours différents. T'as un langage pour 12 en fait. T'as Voilà, c'est ça. toujours sur les bonnes ondes pour être capable de communiquer avec tout le monde. Et ça puise, comme on disait, avec la fatigue des jeux. Ah, Ouais. ça pompe. C'est vrai Mm. que ça en demande. Puis je vais rebondir sur un petit peu sur ce que tu as dit, mais avant ça, je voulais te demander si tu as un mot, tu as quelque chose que tu as appris, que tu retiens par rapport à cette compétition-là, même si, bon, il n'y a plus de coaching maintenant. C'est quoi qui revient, c'est quoi qui te reste pour moi, perso, là, je renforce le fait qu'il faille. C'est le mot patience qui revient. Il faut être patient, en fait. Euh, il y a un travail qui est fait, ça porte ses fruits. Toi, tu n'as pas toujours dans le moment ce que Mhm. tu devrais avoir. Et ça renforce encore ce sentiment de. Puis c'est long, là, puis c'est vrai, c'est vrai que des fois on oublie dans le moment, mais le chemin que tu fais avec un athlète pour te rendre d'un point à un autre, c'est de la patience. Et quand tu es devant la photo, tu ne vois pas toujours. Mhm. Mais je pense que c'est un petit peu ça Mhm. c'est un petit peu ça qui me reste. Toi? J'ai bon, plus sur l'aspect vraiment lié au moment. On en a parlé l'autre jour quand tu m'as proposé de faire ça. Tu m'as évoqué la patience et moi je t'ai parlé de la course, des déclics de course, de la connaissance de sa course. Donc, c'est vraiment faire la course. C'est un art, c'est un savoir-faire, ça s'enseigne, ça s'apprend et grâce à la patience, ça s'améliore. Mais je pense que, alors, je parle de mon champ à moi, le 50, le 100. euh, Tu peux arriver de différentes manières à la compétition en forme, que ça soit physiologiquement, énergétiquement, moralement. Voilà. Il y a plusieurs façons de l'être dans notre domaine. Il n'y a pas que des marqueurs de chrono à l'entraînement, et c'est pas forcément que ça. Par contre, si ta carrière est construite dans la longévité, tu vas maîtriser ta partition de plus en plus et tu vas la jouer de manière si automatique que tu vas même être capable d'inventer ce jour-là, te nourrir.
voilà, du moment, que ça soit un adversaire qui te pousse cette fois au lieu de te faire peur, ou que ça soit, j'en sais rien, tu vois, à un moment que ça nous est arrivé au championnat de France avec Marie, se nourrir d'un truc qu'on a vu le matin et tu le transcendes le soir sur une approche de mur où elle gagne sa qualif au 100 crawl au centième près, juste sur le moment euh, du virage qu'on a vu le matin, etc. Donc, ouais, c'est cette notion. J'ai vu des courses, je suis persuadé qu'il y a des gens qui les font pas 3 jours après et qui les auraient surtout pas fait 2 ans avant. Et je suis persuadé que on n'a peut-être pas encore le savoir et le savoir-faire, nous les coachs, pour trouver l'angle de le répéter plus souvent. Alors ça se fait de plus en plus, on met les combis de plus en plus, on met des blocs de travail spécifiques plus souvent. Mais je pense que faire comprendre à l'athlète à quel point c'est important de maîtriser sa partition, c'est fantastique. Ah, belle réponse, j'aime beaucoup. Tu sais, tu parles d'intensité, tu parles de spécifique, de combi. Moi, ça me parle. Je pense que c'est hyper important pour eux d'être vite tout le temps. Est-ce que vite à 1% de tes baisses, c'est faisable toute l'année? Pas forcément. Il y a quelques exceptions qui sont capables de faire ce genre de choses. Mais être au-dessus du 5%, en dessous du 5% de baisse, je dirais même 3,5%, c'est quelque chose que si tu es capable d'être Mm, faire dans l'année, ça te donne quand même pas mal d'assurance, puis ça donne quand même pas mal de confiance à l'athlète. Et surtout, en any day, dans n'importe quelle journée, ils savent que, que je me sens pas bien, mais j'ai tellement fait, exactement, ouais. je suis capable de le faire. Ah, ça va pas si, ah, ça, il y a tellement d'aléas qui peuvent perturber tout ça. Une fois que tu as tellement travaillé toutes les conditions, tous les différents environnements. Moi, j'ai adoré Nice. J'ai adoré le format de la compé à Nice que j'allais là avec Marie pour lui faire enchaîner les épreuves. Ça ressemblait pas mal à ce qu'on allait faire aux essais canadiens pour les Jeux. Et puis le fait d'enchaîner des pertes de ce niveau-là, back à back à back à back, c'est sûr que quand on a Mhm. ben, Et dans ouais. ta tête, tu n'es pas indestructible, mais la confiance, tu l'as. Ah, puis, t'as emprunté ce chemin déjà. C'est pas Ouais. nouveau. C'est pas Mhm. chargé de surprises ou voilà, parce que ça, c'est un truc tellement inconscient de gérer une surprise. On parle souvent d'adaptation, mais ça, on a des réactions automatiques qu'on ne maîtrise pas. Et il n'y a que en ayant emprunté le chemin que tu peux finalement savoir ce qui risque d'y s'y passer. Et je suis d'accord avec toi que bon, moi, j'ai pas aimé cette compète, mais pour d'autres raisons, mais le fait j'aime beaucoup ce que tu as dit. Moi, j'ai observé ça dans les plus belles saisons avec les athlètes. Ils sont très proches euh, de leur meilleur temps, tout le temps, même dans les blocs de boulot, ce qui prouve que bah, c'est pas simple à amener. Des fois, c'est dans un timing de leur carrière, passer de jeune espoir à, voilà, c'est la première année où il va parfait, ça se voit. Ou alors c'est suite à des échecs, ou alors c'est, voilà, ça peut être multifactoriel. Une rencontre amoureuse, ça peut être, enfin, vraiment, moi, je me suis aperçu que ça pouvait être plein de choses. Mais quand tu touches ça, effectivement, il faut surfer dessus. Il faut envoyer des courses de haut niveau toute l'année parce que ça va débroussailler un peu le chemin de cette course qu'il y a à connaître. Et deuxièmement, ça va faire un déclic, je pense, hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai observé chez les athlètes. Ça va ouvrir des portes, euh, on peut les appeler mentales ou cognitives, mais mais il y a ça dans une course que j'avais pas ouvert. Il y a, c'est pas qu'une histoire d'accélération, de relance, de virage. Voilà, il y a, ok, ma zone rouge, elle est là, mon niveau de contraction, il est là. Je suis capable de rajouter 10 fibres musculaires en plus. Je suis capable de, voilà, l'oxygène, plein de choses. Puis après, grâce à ça. Moi, ce que je trouve fascinant chez les athlètes et les choses que j'aurais jamais été capable de faire personnellement, c'est que cette connaissance de leur corps amène des, des, des aptitudes mentales, donc la sérénité, bien sûr, mais je trouve que ça, ça, ça crée encore plus de curiosité. Donc, en fait, l'athlète se met derrière le plot avec une certitude, c'est qu'en temps réel, il va ouvrir ses portes. Parce que, en fait, il a appris à ouvrir cet œil en temps réel dans la course. Un peu mystique ce que je te dis, mais c'est Ouais. ça que je vois dans les saisons un peu folles des athlètes ils ouvrent des portes en temps réel parce qu'ils savent qu'en fait, que dans une course, c'est pas juste 2,50 ou 4,50 avec des relances et machin. Ils ont entendu parler depuis qu'ils sont enfants, ça. Mais ils s'aperçoivent que c'est si vaste. Et en fait,
quand tu vas plus loin, bah, ça parle d'eux et ils ouvrent des portes en eux aussi. Et c'est ça qui est génial quand tu accompagnes les athlètes. Ce que tu décris, c'est ce que un peu François Bigrel ou Claude Fauquet, genre dans de discussions qu'on a eues beaucoup, amènent, c'est la découverte qui est permanente, l'exploration qui est permanente. Puis quand le nageur découvre ou l'athlète découvre, chaque petite découverte t'amène justement à ouvrir les petites portes que tu décris, puis les Exactement. ouvrir avec un enthousiasme, une envie de faire qui est différente en fait, parce qu'on sait pas, on te montre pas la voie. En fait, toi, tu les prépares à vivre un moment. Puis dans ce moment-là aussi, ils vont apprendre, ils vont grandir, ils vont découvrir. Puis c'est ça qui est, moi c'est des parties du coaching que je préfère. Tu sais, cette semaine encore, ça peut être un détail. Là, j'en ai deux nouveaux. Puis tu montres en fait, tu invites le nageur a essayé quelque chose, puis tout de suite, le feedback, quand il a ressenti, bah, tu le vois quand il le fait bien, là. Il le ressent quasiment, peut-être pas comme lui, tu le ressens pas comme lui, c'est certain, mais ce petit sourire qui dure, ce moment de joie qui dure peut-être une seconde, 2 secondes sur le visage d'un athlète, moi, c'est ça Mhm. qui me tient là, tu vois, c'est ces moments-là que j'aime énormément, quand tu es capable de voir le degré de satisfaction, de happiness, de joie Ouais. d'un nageur quand il fait une découverte, puis ça lui donne encore plus envie après de se l'approprier, puis de continuer à ressentir et à Et travailler. ouais. Tout à l'heure, tu disais un truc par rapport au coaching. Tu tu disais que des fois, il faut apprendre un petit peu à s'effacer, qu'il faut être capable de peut-être mettre beaucoup moins de mots, en fait. Moi, j'appelle ça maintenant faire confiance, puis maintenant, c'est encore les enseignements de François Bigrel, faire confiance au quotient intellectuel de l'athlète. À un moment donné, là, le travail qu'on a fait, tu as tellement répété, quand c'est le temps d'aller faire ta course, c'est plus le temps de discuter Mhm. pendant 5 minutes de ci, de ça, de machin, de trucs. Enfin, pour moi, hein, perso, après, peut-être pour d'autres entraîneurs, c'est différent, mais je leur fais confiance. Puis, dans tout le processus aussi, tu leur montres, tu leur fais confiance, justement. Même dans les choix des entraînements. Moi, des fois, j'aime bien écrire des sessions qui sont un peu plus spécifiques, mais j'aime bien leur donner les choix. Mhm. Des fois, on va se dire, notre esprit critique va se dire, mais ah, il va choisir le truc qui a l'air le plus facile parce que c'est un feignant. Non, il est en mission, il se lève tous les matins, il a sacrifié 3 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans de sa vie pour se rendre là, il est proche d'une échéance qu'il a amenée là, il a grandi, il a tel sens un tel sens de la responsabilité qu'il va faire. Il veut Mhm. bon choix. Et puis s'il fait le mauvais choix, il l'apprend aussi, de toute façon. Exactement. Voilà, donc, Mhm. faire confiance un peu au. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à ça parce que je trouve que des fois, on met trop de mots. Et puis, j'ai réalisé avec l'expérience que par moments, on mettait tellement de mots, c'était aussi pour nous rassurer, nous. Alors qu'on n'a pas forcément besoin, nous, de se rassurer. On va avoir plus confiance aussi à notre travail plutôt que de mettre des mots et puis j'allais dire infecter l'athlète avec ça. Mhm. Un peu dur, mais je veux dire, lui, il arrive, il a peut-être juste envie d'y aller, et puis des fois, des mots trop, peut-être mieux, peut-être mieux de les laisser un peu plus libres et puis faire confiance à l'enseignement qui est fait, hein. Je le vois un petit peu plus comme ça. Bah, Mhm. un peu comme ce que tu Ouais, viens. pour moi, c'est que l'expérience qui m'a amené ça, mais euh, expérience dans le boulot et apprendre à me connaître aussi, les années passant, devenant parent aussi, ça a beaucoup aidé ça par rapport à l'approche. Laisser faire les choix, les bons, les mauvais. Mais ouais, le coaching devient ce, ce fin réglage en permanence parce que la bonne solution de hier, c'est pas forcément celle d'aujourd'hui. De la compète qui a marché, c'est pas celle d'aujourd'hui. Et en fait, c'est d'être là, vraiment là, à ce qui arrive. Et il y a forcément une bonne réponse ou pas, ou la réponse c'est le silence, ou c'est peu importe. Euh, Après, moi, c'est quelque chose que j'avais appris en lisant des bouquins sur la neuroscience, etc. Et dans mes études à l'INSEP, j'avais eu un intervenant qui parlait de ça, sur l'action, vraiment l'action, le coaching.
technique, compétition. Euh, Dans le moment, c'est tellement focus, il y a tellement un tunnel, euh, n'importe quel mot qui va rentrer ne sera pas géré. Voilà, c'est clair, le cerveau ne peut pas faire 1000 choses en même temps. Il ne peut pas traiter 40 signaux en même temps. Donc, moi, très tôt, ça, par contre, je me suis aperçu qu'effectivement, euh, pas leur bourrer le crâne sur les courses, ça servait à rien. Et quand tu as la chance d'accompagner, comme moi j'ai eu la chance d'accompagner des grands athlètes, pas parce qu'ils gagnent des médailles qui sont visibles, mais parce que tu vois chez eux des trucs qui sont grands, euh, que, bah, en fait, ils en veulent même pas. Ils le savent, ils le savent. Ils ont confiance en leur corps, confiance en leur expérience aussi, et ils veulent pas être coachés, en fait. Et tu te rends compte que, moi, j'ai observé Dean Boxall, notamment pendant ces Jeux, et bah, ce qui pourrait paraître être simpliste dans nos coachings qu'on développe avec l'expérience, c'est-à-dire bah, finalement, tu es là pour 3 chronos à l'échauffe, ça va, tu es prêt, tu te rappelles ton plan, tout va bien, tu as besoin d'un coup de main, tout va bien. Ce qui paraît simpliste, c'est suffisant quand un athlète est préparé. Et quand je le vois coacher Ariarne ou Molly, il n'en fait pas des tonnes. Il n'y a pas, rappelle-toi ci, rappelle-toi ça. Et les plus grands, c'est pareil. On a eu l'occasion de voir Bob et Léon. Bon, c'est simpliste, hein. C'est Mhm. vraiment simpliste. Quelqu'un qui verrait ça de loin se dirait, c'est ça ton taf, tu nous dis que c'est fatigant, les Jeux Olympiques en tant que coach. C'est simpliste. Donc, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'accompagnement des athlètes et ce que je vais garder après dans mon prochain boulot, c'est de développer en gros mon écoute, euh, enlever mes conneries à moi, essayer de pas être trop dans mon orgueil ou l'inverse. Et, et du coup, je pense que on parlait des moments tout à l'heure. Parfois, peut-être que le coach vraiment peut amener un 10-15% s'il sait euh, donner ce dont l'athlète a besoin pile à ce moment-là. Et ça, je trouve que ça, c'est une quête merveilleuse dans le coaching. C'est clair. Et puis c'est des bons moments aussi. Et puis tu le sais, en fait, quand tu es capable de mettre Oui, c'est sur vrai. tel ou tel truc, puis tu le vois, tu as juste hâte ou tu attends de voir si il ou elle va être capable d'appliquer dans le moment le plus crucial, dans ce moment de création qui leur appartient, la course, la performance en elle-même, ou de pouvoir s'exprimer. Toujours côté natation, si je te posais une question, puis bon, j'aimerais ça savoir un peu, en fait, quels sont les entraîneurs, puis après, plus parler un peu de ta philosophie d'entraînement, mais les entraîneurs qui t'ont influencé de près, de loin, pas besoin de me donner un top 50 là, Ouais, ouais. que tu en connais beaucoup, tu en as rencontré beaucoup. Pourquoi cette personne-là et comment est-ce que tu as utilisé ce que tu as appris aussi, enfin rapidement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours un work in progress parce que c'est pas forcément toujours relié à la perte dans la vie de tous les jours. Vivre tous les jours, c'est une performance aussi. Faut se, faut se, faut se rappeler, puis il faut le vivre. C'est Donc, vrai. est-ce qu'il y a des choses il y a des entraîneurs ou des intervenants que ce soit au niveau international, que tu connais, ou des intervenants que tu as rencontrés, qui t'ont marqué, que tu puisses partager ça avec les gens qui nous écoutent, que ça puisse les inspirer aussi, d'aller peut-être vers ces gens-là ou échanger avec eux. Greg, on va couper 2 secondes. J'ai un truc à Vas-y, 2 secondes. vas-y. On coupe à 2 secondes. Donc, je te demandais, en Ouais, fait, ouais, donc je vais te faire une réponse, à mon avis, un peu bateau. Je me souviens surtout quand j'ai commencé à coacher, il fallait bien des points de référence. Donc, je me souviens, je bouquinais beaucoup en anglais, Swim Coaching, Bible, etc. Donc, la culture des coachs américains, notamment sur l'angle de l'intensité. Donc, au départ, c'était comprendre un petit peu comment être, on va dire, de toucher vraiment, impacter vraiment l'athlète. Donc, tous les athlètes anglo-saxons, les coachs anglo-saxons, je trouve que la culture américaine, australienne était assez. Déjà, il y avait pas mal de choses à lire à l'époque là-dessus, etc. Donc, cette culture-là m'a beaucoup aidé dans le coaching, on va dire l'entraînement. Euh, j'ai eu l'occasion de vivre en Australie, de rencontrer Ian Pope qui m'a accueilli pendant une saison justement avant les Jeux de Pékin. Et il m'a beaucoup marqué parce que il avait ces 3 aspects qui me plaisent beaucoup. C'est déjà le positionnement par rapport à l'athlète.
Euh, Vraiment, il avait une réflexion assez profonde on en a parlé, qui être, avec qui. La deuxième chose, c'était l'intensité. Ils ont quand même des modèles en Australie qui sont supportés par pas mal de scientifiques et qui les aident à mesurer un peu ce qu'ils font en permanence. Et ça m'avait beaucoup plu. Euh, et il arrivait quand même à faire ce lien en permanence avec la technique. C'est quelqu'un qui venait du monde de la musique et qui aimait le beau geste, qui aimait l'art, qui aimait la créativité, etc. Donc lui, il m'a forcément beaucoup marqué. Et puis après, sans faire une réponse passe-partout, mais vraiment tous les gens avec lesquels j'ai travaillé et avec les coachs que j'ai regardés, parce que je les ai regardés, pourquoi? Parce que ils faisaient quelque chose qui m'inspirait ou qui me questionnait. Et toutes les rencontres que j'ai fait au bord des bassins, j'ai su m'en inspirer. Là, comme ça, j'ai envie de te dire que vraiment mon coup de cœur des dernières années, c'est Mel Marshall et Michael Ball Ok, et Michael. Michael Ball. Euh, Humainement, au bord des bassins, c'est vrai, mais la capacité de faire durer certains athlètes, leur modèle, vraiment, le modèle Adam Peaty, c'est quand même un modèle vraiment très particulier que je pourrais pas décrire, mais de loin, il y a beaucoup d'intensité, il y a vraiment un travail en collaboration avec la psyché de l'athlète, quoi. C'est vraiment connaître Adam, c'est quelqu'un qui est un bagarreur et qui veut travailler dur tous les jours et qui pouvait pendant très longtemps. Et ils ont conçu un programme autour de lui. Donc, puis elle parle très bien, elle est capable d'exposer sa méthode, sa philosophie gentiment, elle est pleine de bienveillance. Et puis après, il y a Michael Ball que j'avais rencontré quand je travaillais en Australie aussi et qui venait de remporter ses deux premières médailles olympiques avec Stephanie Rice à l'époque euh, et en quatre nages et qui depuis a fait voilà, je sais pas combien de médailles à chaque compétition, à chaque Jeux olympiques. Et ce qui m'a marqué Monsieur avec de lui aussi, natation, c'est grand monsieur de grand natation. monsieur. Je l'appelle Michel, moi, qui Ouais. parle français maintenant un petit peu. Donc, Il parle français, il a toujours Michel. aimé un peu cette culture. Et ouais, ce qui me fascine chez lui, déjà, c'est bon, déjà, dans notre communauté de coach, il y a peu de gens comme lui, hein, faut le savoir. Il aime parler à tout le monde, il aime donner à tout le monde. C'est quelqu'un qui a peut-être 60 ans passés, je connais pas son âge, mais qui profite vraiment de cette communauté pour donner de son expérience. Et surtout, moi, ce que j'aime, euh, il y a eu, il y a peu de temps, là, l'application AnyQuestion, là, où il a pas mal donné dessus, c'est la simplicité de son modèle. Et il en parle lui-même, la simplicité. Et simplicité, ça ne veut pas dire que c'est basique ou bête. C'est juste il se raccroche à des éléments qui sont mesurables pour lui et il fonce dessus, il a ses marques dessus. Et grâce à ça, il peut prendre l'athlète, l'accompagner, le pousser, etc. Euh, donc voilà, moi, Michael Ball, c'est. Et puis après, moi, tu vois, tu parlais d'un truc tout à l'heure, ça m'a fait penser. J'ai vu un reportage où un grand entraîneur de foot, je ne saurais plus te rappeler lequel c'est, je crois que c'est l'ancien entraîneur, Mourinho, et qui explique dans ce reportage qu'il ne va pas apprendre à Ronaldo à jouer au foot. Et ça, c'est une phrase qui m'a toujours plu parce que euh, nous, on n'a jamais eu ce niveau-là en natation et on l'aura jamais. Donc, quand on dit que c'est l'athlète qui fait, moi, j'y ai toujours beaucoup cru parce que je suis pas un athlète et que j'ai énormément confiance en eux parce qu'ils sont capables de faire des choses que moi-même, je peux pas comprendre. Donc, il fait vraiment, on parle d'accompagnement. Euh, Peut-être qu'il y a certaines phases de la vie que nous, on a vécues en tant que coach où on peut éventuellement être un peu devant eux en éclairant, leur dire attention, il n'y a pas de, c'est pas le bon chemin. Voilà. Mais par contre, dans l'eau, sur la technicité, etc., c'est vraiment en symbiose et c'est vraiment eux qui font. Sur le plot, il y a eux, il n'y a pas nous. Et voilà, donc je sais pas si je réponds à ta question, mais j'ai pas mal observé enfin, la méthode de coach en sprint, en athlée pendant un temps. J'avais eu l'occasion d'échanger pendant le Covid avec le coach de Pascal Martino Lagarde, qui avait été adorable. On avait partagé pendant 2, 3 heures au téléphone. Bon, voilà, c'est un peu tous ces milieux athlétiques qui permettent de voir les choses sous un autre angle. Et un dernier monde qui est arrivé à m'aider un peu tardivement dans ma carrière, mais c'est le monde des sports de combat. J'ai découvert comme ça en faisant un peu de boxe euh, ce milieu avec toute la gestion de la douleur, de la peur
et le fait que finalement, pour eux, c'est pas un sujet. Et ça m'a fasciné. Donc, j'ai un peu étudié ça, essayé de questionner un peu ce monde-là. Et ils en parlent jamais, en fait. Ou très peu. Et, et je crois que c'est vachement, pour terminer sur ce chapitre, c'est super important de croiser un peu tous les savoirs, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient de différents sports et qu'ils soient de différents champs. Parce qu'à la fin, ben, un humain, il est composé de tout ça. Donc, comme notre boulot, c'est d'accompagner les humains, c'est là qu'il faut s'inspirer. Et tu es d'accord pour dire que moi, ce que j'amène toujours, je ne serais pas l'entraîneur que je suis aujourd'hui sans les nageurs que j'ai eus. C'est grâce aux nageurs et à leurs différences, ou plutôt à leur singularité, que j'ai réussi à apprendre. Comme on disait tout à l'heure, ces différentes zones pour communiquer avec chacun. Mais surtout, ils viennent avec leur caractère, ils viennent avec des vraies personnalités, que ce soit les athlètes de très haut niveau que j'ai eus ou des athlètes d'un niveau plus en dedans, un niveau plus national ou même provincial. Euh, je pense qu'on apprend énormément grâce à eux. C'est quelque chose qu'on ne devrait jamais, 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 jamais négliger. C'est pour ça que c'est beau de les regarder aller par moments, là. Je voulais partager une anecdote avec toi qui m'a ramené vraiment à... Je pense que je t'ai partagé déjà, mais tu vas me dire tu vas me dire si je me répète. J'ai reçu pendant longtemps plein de stagiaires de petites îles puis de pays africains. Avec une organisation qui s'appelle, je fais un coucou à la directrice de cette organisation-là, qui s'appelle Paysac. Et justement, ils envoyaient des athlètes dans différentes disciplines. Puis il n'y avait jamais beaucoup de coachs en natation, mais c'est moi qui l'ai récupéré. Puis je me souviens que j'ai reçu, il va être enchanté qu'on parle de lui s'il regarde s'il regarde le podcast. J'ai reçu Roland qui venait du Burkina Faso, qui à l'époque, je devais avoir une quarantaine d'années. J'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans, là, 10 ans max. Roland vient du Burkina Faso et moi, tous les stagiaires qui viennent, je les mets direct dans le bain. Je ne reste pas sur le bord de la piscine à regarder. Je t'explique l'entraînement, je te donne une mission, je regarde ce que tu as à m'apporter, puis je te responsabilise. Let's go. J'ai besoin d'aide, tu vas m'aider. Tu vois. Sauf qu'il n'avait jamais vu des nageurs aussi vite. Il n'avait jamais coaché. À l'époque, coaché le groupe junior élite de Cameroun Natation. Il n'avait jamais vu des athlètes aussi vite. Et je ne sais pas si tu as déjà été en Afrique, mais bon, on a beaucoup de communautés dans le monde. Il y a des choses qui, pour nous, ici, peuvent paraître assez normales. Puis, pour nous, là-bas, sont comme, waouh, extraordinaires. Il était émerveillé à chaque entraînement parce qu'il n'avait jamais vu autant de bons nageurs à la fois et en autant de temps dans une aussi courte période. Mm, Ça. Donc, il était émerveillé, émerveillé. Et puis, ça me reste dans la tête. Ça me reste dans la tête, ça me reste dans la tête, ça me reste dans la tête. J'ai ce soleil qu'il est quand il est sur dans la piscine dedans. Et puis, à un moment donné, j'ai ce flash qui m'arrive. Je me dis, mais en fait, putain, mais on est tout le temps dans la critique, les entraîneurs. On est souvent dans la critique. On est souvent dans, je regarde l'athlète et je regarde ce qui ne va pas. Et je vois ce qui me dérange. Et tu vas toujours pointer du doigt ce qui ne font pas de bien. Alors qu'en fait, ce qui nous amène dans la discipline, ce qui nous amène même là, c'est de regarder. Tu parlais d'art à l'heure ou de danse. C'est comme un spectacle que tu vas regarder à tous les jours quasiment. mm, Mais on est tellement dans la critique qu'on oublie ce moment qui est juste bon, en fait, qui t'anime et qui, mm, qui t'amène à, tu sais, tu ne travailles plus aujourd'hui dans la natation, mais demain, tu vas t'asseoir, tu vas regarder un nageur, tu vas regarder une course. Tu vas toujours avoir cet émerveillement, en fait, juste de voir comment ça se déplace, ces petites choses que tu connais, comment ils choisissent leur. Tu vois les différentes stratégies, les différentes façons de nager, de se déplacer. Et je trouve qu'on était trop dans la critique, mm, plutôt que dans le recul et juste de dire, putain, c'est beau quand même ce qu'ils font. mm. T'as C'est raison. Mais juste c'est vrai que, leur je sais rappeler pas qu'ils sont si, exceptionnels de faire ça aussi. eh ouais, c'est vrai. Ah, j'espère qu'on le dit quand même un peu. Mais c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais avec le recul, c'est dommage qu'on ne parle pas de ça plus tôt. Parce que tu arrives, comme dans n'importe quel aspect de la vie, on a nos personnages.
T'es pas le même avec tes athlètes qu'avec tes amis, qu'avec tes parents, avec tes enfants, etc. T'es lancé, jeune coach. Euh, Souvent, en plus, tu coaches dans le club où tu as nagé. Hop, tu t'inventes un personnage sur le moment. C'est pas que t'as pas 15 facettes dans ta tête, mais voilà, tu t'inventes quelque chose. Et puis, forcément, il y a les croyances du milieu. Alors donc, tu as des jeunes athlètes. Généralement, un enfant, ça nage pas très bien. Il faut corriger. Mais ça devient façonnant, critiquant. Et tu as raison, on amène ça. Et, et c'est pas pour autant que moi, je crois pas que finalement, moi, je parle beaucoup du mouvement. J'aime beaucoup le mouvement. Voir des corps se mouvoir, c'est formidable. Et plus ils sont rapides, moins on va aller les corriger. Mais pourtant, c'est pas pour autant que il n'y a pas des moments où ils prennent la mauvaise direction, où dans ce mouvement, on ne voit pas qu'il y a quelque chose à modifier, etc. Mais c'est dommage qu'on ne nous parle pas de ce que tu viens de dire là. Et je pense qu'aujourd'hui, on ferait peut-être moins l'erreur, mais on l'a encore faite, même probablement pendant cette année olympique, de trop être dans quelque chose de basique. Et puis surtout que quand tu t'aperçois que, par exemple, ce matin-là, l'athlète, il a eu je ne sais quel problème pendant la soirée ou la nuit, il va pas recevoir cette info et en plus, il va vraiment mal le prendre. Alors que toi, ta seule intention, c'était de l'aider. Donc, je crois qu'on tourne un peu autour de cette histoire de positionnement, mais je trouve que c'est vachement intéressant d'aider aussi les jeunes coachs à se rappeler qu'on n'est pas, voilà, forcément déjà des sachants. Et puis, accompagner, c'est pas diriger. Euh, voilà, trouver son identité là-dedans, c'est pas simple, je trouve. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Puis on Mm. vient tous les jours avec aussi notre histoire, notre quotidien, Mhm. nos vies. On est dans un monde aujourd'hui où on a quasiment plus droit à l'erreur. Les humains, je veux dire, on vient avec nos émotions, ils ont leur caractère, il y a leur éducation à laquelle on doit en Mhm. permanence essayer de s'adapter. Les mouvements aussi changent. C'est pas évident. Il y a un politiquement correct. Bon, c'est un petit peu différent en France. Ici, c'est un petit peu plus grand qui demeure et qui grandit de plus en plus. Donc, toi, là-dedans, tu dois essayer de garder tes ondes de kiff, des moments de non-critique. Tu veux rester vraiment spectateur pour pouvoir regarder ça. Puis en même temps, tu dois faire non plus, tu dois faire aussi un peu attention aux mots que tu peux utiliser, à comment tu les utilises, au contexte, etc., etc. Parce que, Mhm. j'ai dit tout à l'heure, ça peut être, la ligne peut être assez fine. C'est pas quelque chose qui t'intéresse, toi, peut-être pas tout de suite, mais d'accompagner justement, si la Fédération de natation française t'appelle et dire, Julien, du mentorat, du consulting, aider des jeunes entraîneurs, c'est pas quelque chose qui t'attirait ou qui t'attire? Tu parlais de Nice tout à l'heure, du mythique de Nice quand tu es venu là, au mois de janvier. On en parlait avec Michel Chrétien qui lui aussi est en train de penser à la fin de sa carrière. Et moi, je lui disais exactement ça. C'est que moi, ça m'aurait toujours intéressé, l'accompagnement de jeunes coachs. Mais après, il faut réfléchir à comment le faire. À- Le problème pareil, tu vois, ça serait un nouveau rôle. Il faut trouver son personnage. Si tu deviens formateur de coach et que tu penses qu'il faut donner des vérités ou que, tu vois, il faut trouver le bon angle parce que, encore une fois, là, tu parles à des adultes qui parlent à d'autres adultes ou qui parlent à d'autres majeurs. Et je crois que la complexité d'apprendre à des coachs, c'est pas rentrer dans le dogme et trouver un bon moyen pour qu'ils acquièrent ou qu'ils s'inspirent par les différentes choses que tu vas leur amener. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup faire ça. Je ne sais pas si ça sera proposé. On m'avait proposé l'année dernière mais j'avais pas pu, c'était avant les Jeux, d'aller faire un colloque au Brésil pour justement échanger autour de ces questions-là. Euh, Après, voilà, on verra ce que la vie réserve. On verra bien. Moi, je suis dans la phase des colloques là en ce moment. La semaine prochaine, ça va être Calgary, le colloque national des entraîneurs. Ce week-end, c'est le colloque québécois. Je vais voir Brent Harkey. Il y a Michael Ball qui est Hmm. là la semaine prochaine. Ah, génial. Québec, ça va être Dave Johnson qui va être là. Tous les entraîneurs, bon, j'étais sur l'équipe olympique. On va pouvoir partager quelques trucs avec la communauté d'entraîneurs qui va être ici. Puis, on m'a demandé de faire une intervention. Je vais faire une intervention, en fait, dans les sujets qui les intéressaient ou des choses que moi j'aime bien, enfin, une philosophie d'entraînement qui m'intéresse, plus la gestion de l'effort ou la capacité à contrôler un petit peu
qu'on fait dans l'eau pour performer, pourquoi le contrôle c'est important, comment on le développe. Mhm. On du contrôle, en fait, les aptitudes que tu peux avoir, que tu as besoin de développer jeune pour devenir peut-être après un meilleur athlète. Mhm. Là, je prépare la espèce C'est de... bien parce que ça fait réfléchir sur sa méthode à Oui, soi. Ça oui, permet de ouais. peut-être des fois de souligner un manque qu'on a et qu'on croyait maîtriser. Ouais, c'est une bonne, c'est une super démarche. Tout le monde le dit d'ailleurs que c'est bien de devoir parler de soi parce que justement, tu es obligé de réfléchir un petit peu à ce Parce que tu que fais. ça te Ouais, fait, ça te fait réfléchir. Et puis, j'essaie toujours d'arriver là-dedans le plus humblement possible. Parce que des fois, on a un caractère, une image, tu donnes des choses, tu veux pas être non plus le donneur de leçons. Non, non, ouais, non, c'est, non. moi, je pense, moi, ce qui me marque, je pense que quand tu vas à un colloque, c'est d'écouter l'autre parler de soi et son histoire. Parce que si tu viens en disant qu'est-ce qu'il dit, il faut que je l'applique, en vrai, c'est pas possible. Tu Non, sais, des fois, tu interviens. Moi, j'ai déjà fait deux, trois présentations où tu as des jeunes coachs qui disent, et donc, tu fais quel kilomètre et à quel volume et à quelle intensité? Et tu lui réponds, mais il peut pas s'en servir. Il n'a pas le même athlète, il n'a pas le même contexte, il a pas. Tu vois, juste d'écouter des gens qui parlent de leurs problématiques et quel processus ils ont utilisé pour résoudre ce problème. Moi, je trouve que c'est ça la plus grande inspiration. Parce qu'en fait, on fait que ça, résoudre des problèmes à longueur de journée. Et je parle pas de cailloux dans notre chaussure, je parle de problématiques. Comment il va plus vite, comment il est plus fort, comment il récupère mieux, comment il tient mieux ce set, comment il tient mieux ci. Et déjà, bah, c'est de l'empirisme, c'est de l'essai-erreur. Donc, si nous, on passe par ça, on va pas le dire, tiens, faites ça. C'est pas possible. Et moi, j'aime beaucoup le storytelling de grands coachs ou de coachs parce que je trouve qu'ils nous emmènent dans leur monde pendant un temps et tu arrives un peu à capter ouais, par quel chemin ils sont passés pour ah, mais attends, ça me paraît évident, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et bon, voilà. Moi, je pense que toi, tu dois être pas mal là-dessus en storytelling. Je pense que ça va être pas mal. qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu vois, d'arriver à embarquer les gens dans ton histoire, tu vois, de pas faire un cours. Parce que je pense que c'est Ah ça le non, c'est problème, pas un c'est cours. qu'on Non, voilà, un colloque, c'est pas des cours, c'est telle histoire avec Marie pendant les jeux, go. Et nous, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et je me souviens que les plus belles histoires que j'ai entendues, je pourrais te les raconter, tu vois. Je me ouais. souviens d'un colloque qu'on a eu en Picardie quand on était jeune coach, où Michel Chrétien fait une présentation sur, c'était les championnats du monde de 2011 à Shanghai, je crois, et du changement qu'il fait. Il te dit, sur le moment, c'est une connerie probablement, mais il fait un changement technique à une demi-heure de la course de Mélanie. Voilà, il le sent, il te le raconte. Et puis, il te dit pas aussi, il te dit même pas vraiment ce qu'il fait. Mais voilà, tu vois, ça m'a marqué, c'était il y a 20 ans. Et moi c'est ce que j'aime personnellement. Donc, j'espère que les gens qui t'écouteront Ouais, profiteront de ça aussi. j'espère que ça va plaire. Tu sais, on dit souvent, enfin, moi j'aime bien me répéter ça. On dit souvent que les, les limites, les limites de l'athlète sont souvent des limites que nous, entraîneurs, on se met par rapport à ce qu'on peut donner à l'entraînement, par rapport à ce qu'on pense qu'ils sont capables de faire. Pour moi, le pouvoir, il est limité. J'ai appris avec les années souvent, justement, à être très critique par rapport à ce que je peux proposer ou à ce que je devrais proposer, parce que tu veux toujours, évidemment, être capable d'en proposer un menu qui va continuer de la faire progresser, continuer à les pousser dans Mhm. dans la bonne direction. Tu penses quoi de ça, toi? Et c'est un des paramètres qui, à mon avis, a été le moins euh, optimisé dans mon programme. Je vais te dire pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que euh, on récupère souvent des nageurs qui se voient sprinteurs. Et avec toutes ces croyances de kilométrage, de nombre de séances, de je peux ci, je peux pas ça. Et quand tu vois qu'un athlète comme ça a les capacités de faire un petit peu plus, tu passes du temps à essayer de comprendre comment rentrer dans ses croyances pour essayer de les faire évaluer. Ça prend déjà beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et parfois, en fait, ça amène que à bah, il n'a pas compris que moi, ça marche pas ça ou ci ou ça. Et du coup, finalement, ça me fait penser, c'est ce que j'appelle l'effet arbitre. Tu sais, au foot où à peine ils sont touchés, ils plongent, ils font du cinéma pour mettre la pression avec le public et l'arbitre qui sort un carton.
Et ben, ça marche sur les coachs, ça. Et dans le monde du sprint, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et du coup, ça pousse à la faute dans le mauvais sens, à pas faire assez. Et donc ça, c'était un questionnement pendant très longtemps. Euh, essayer de changer un peu les cultures pour, euh, pour optimiser ce que tu dis, c'est-à-dire le bon curseur. Le bon curseur, des fois, c'est trop pendant tant de temps avant de réguler. C'est pas tout le temps tout pile, sinon ça marche pas. Donc ça, c'était, moi, je pense que j'ai pas, avec beaucoup d'athlètes, j'ai loupé ce coche-là. J'ai pas réussi à changer les croyances. Et la deuxième chose que je voulais te dire avec ça, c'est à quel point je pense que tu as raison. On est parfois euh, limitant dans ce qu'on va proposer, effectivement. Et ça, c'est assez terrible. On met notre perception comme un mur et du coup, on pousse pas plus. Et ça, c'est une erreur que je pense beaucoup de coachs, enfin, moi, je l'ai faite. Et, On l'a et fait. on parlait de Clément Secchi tout à l'heure. Et bah, un garçon comme Clément Secchi, il arrive donc en 2020, là, au moment du Covid. Et moi, on me dit qu'il est nageur de 50, un peu de 100. Et je le vois 2 semaines et je dis, mais tu vas faire du 200 pas. C'est pas possible, t'es incroyable. Et donc, bref, il se lance là-dedans, il va au Canada, il développe plein de choses, etc. Et bah, cette année, en début d'année, avant qu'il commence à reprendre un peu on va dire qu'il s'adapte à ma méthode une nouvelle fois, et ben moi, je le vois pas faire ce qu'il a fait cette année. Je le vois qu'un peu plus tard, en stage en février, où là, il commence à faire des trucs. Euh, où là, je sais pas, j'ai de la chance. Cette fois, j'ose parce lui, il était pas trop dans voilà, il me mesurait pas, il me disait pas c'est trop, c'est pas, il a pas peur de la fatigue. Et là, je vois quelqu'un qui a un potentiel clairement au-delà de ce que je pensais. Mais tu as raison, on peut arriver à ce genre de conclusion et du coup, bah, on les stimule peut-être pas comme il faut. On ne les stimule pas, puis peut-être on n'écoute pas vraiment toujours aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, faut s'effacer. Les réponses, Mm, ils les ont, les désirs, ils les ont. Faut juste capable de calquer désir et puis investissement et sens des responsabilités là-dedans. Et puis ça part quasiment tout seul après. C'est, mm. euh, on tire un peu vers la fin. Je voulais aborder quand même sujet important. Tu quittes le milieu de la natation. Dis-nous un petit peu les, les raisons qui t'amènent à ce cheminement. Je sais que tu es père de famille aussi. Le sport de haut niveau, bon, moi cette année, mettons, je suis parti quasiment 5 mois. Souvent, on est souvent sur la route, souvent parti. Les horaires d'entraînement, c'est assez demandant, c'est un investissement très difficile. On passe pas toujours autant de temps avec ceux qu'on aime. On passe on est souvent pas malheureux parce qu'on vit des bons moments dans notre domaine, mais on a souvent des manques. On pense souvent à nos enfants, conjointes, amis, famille, parce que je veux pas, on est quand même éloigné de tout ça. On a beau dire FaceTime, WhatsApp, c'est bien beau là. Ah, Et, bon, ça remplace pas certaines choses. Et c'est très demandant. Donc, plus le stress de devoir accomplir tout ce qui a géré autour de la performance. L'organisation, c'est non-stop. Ça s'arrête jamais. C'est une machine à laver qui tourne avec quasiment très, 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 très peu de temps d'arrêt. Donc, c'est demandant. Est-ce que c'est des choses qui, toi, t'ont amené à dire, OK, stop, ou y a-tu d'autres points que tu peux aborder, que tu peux me dire, je sais pas moi, pour peut-être aiguiller ou conseiller les entraîneurs qui rentrent dans ce boulot et qui veulent peut-être faire comme tu as fait, que peut-être l'objectif de faire comme tu as fait. C'est quoi un petit peu les choses qui t'amènent à ça et tu te retrouves aujourd'hui. Donc, bon, tu vas le dire. C'est-à-dire, tu vas me dire c'est quoi ta prochaine carrière, dans quoi tu t'embarques. d'accord. Bah, je vais commencer par répondre à la première question. Donc, tu en as parlé, je résume ça. Euh, la ressource principale dans le monde, c'est pas l'argent, c'est pas le temps, c'est l'énergie. Et je m'en suis aperçu. Et moi, la première partie de ma réponse, c'est je n'ai plus l'énergie pour faire ce boulot. Et je vais un peu développer. Et la deuxième partie, c'est pas contre quelque chose, donc contre un manque d'énergie, mais pour un, pour un chemin de vie, pour une sérénité, une stabilité et un mode de vie que je souhaite avoir. Alors, c'est vrai que j'arrête de coacher. On part 4 mois par an.
Moi, ça fait 12 ans que je suis à Marseille, donc 4 mois par an depuis 12 ans. J'ai des enfants, mon fils a 7 ans, ma fille a 3 ans. 4 mois par an où tu les vois pas, ça coûte énormément. C'est avec ton conjoint compliqué, il faut faire des miracles pour les garder, etc. Ça fait mal. Euh, je, j'ai eu l'occasion d'accomplir mes rêves assez tôt, avec des médailles, j'avais l'élitisme et les voyages. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accomplir ça très tôt. Je ne savais pas que j'y allais pour kiffer les relations et accompagner des gens. En fait, moi, c'était la perf et les voyages. C'était mes deux premières motivations. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était accompagner des gens. Donc moi, j'ai accompli ça et du coup, ça a un peu cassé assez tôt cette, euh, cet ego, cet orgueil qui voulait prouver, ce jeune gamin de banlieue là qui voulait devenir quelqu'un. Ça s'est vite éteint et je crois que je fais un lien avec les jeunes coachs. Il faut savoir pourquoi on rentre là-dedans, quelles blessures on a envie de guérir et pourquoi on s'attaque à cet Everest-là parce qu'il faut être armé. Et moi, je me suis aperçu, voilà, pour résumer, que j'avais plus forcément l'énergie de des petits conflits permanents, que j'avais pas forcément les protections dans ma personnalité, justement, pour subir ces petits conflits permanents, que ce soit avec l'institution, avec les athlètes, parce que c'est pas tout le temps facile, que ça soit voilà toutes les problématiques des à côté que peuvent avoir un coach. Et je j'arrive plus à mettre en face pour une médaille ou pour un beau moment, j'arrive plus à mettre un équilibre en face de ça. Donc, c'est ce qui d'un côté, me donne envie d'arrêter. Je t'avoue que je me suis vu m'ennuyer dans mon milieu depuis un moment, alors pas au quotidien, heureusement, mais même en compète, sur des moments que tu as préparé toute l'année, pour me dire que ce milieu, les problématiques qu'il offrait, même si elles étaient difficiles à gérer, je les trouvais plus si importantes à mes yeux. Et c'est là où j'ai compris que quand on n'est plus ni motivé ni passionné et qu'en plus on trouve ça presque ridicule de se prendre autant la tête pour ça, je crois il faut arrêter. Et ça a amené tout de suite un peu de malaise vis-à-vis de mes athlètes qui, eux, sont si investis. Et ça, j'ai eu du mal, notamment la dernière année, j'ai donné encore plus parce que je voulais pas qu'ils ressentent ça, ce désinvestissement. Et puis après, voilà, il y a une nouvelle vie qui s'offre à moi, principalement parce que ma philosophie de vie a changé. Je veux une vie plus stable, plus sereine, une santé mentale aussi. Hein, on peut toucher ce sujet. J'ai touché des moments vraiment pas simples euh, parce que je me suis épuisé. J'ai vidé la batterie et par ego, par erreur, par ci, par ça, mais en tout cas, c'est arrivé. Et, euh, et j'ai failli imploser, tout perdre. Ma famille, voilà. J'ai vraiment vidé la batterie complètement. Mais c'est plus du tout ça que j'ai envie. Et donc, je commence une formation et j'espère une carrière de masseur sur une technique de massage thaïlandaise, qui est une technique de massage ancestrale, bouddhiste, euh, qui est la philosophie que j'applique tous les jours dans ma vie et qui me rend très heureux et où on retrouve l'accompagnement et où j'en parlais tout à l'heure, la guérison est vraiment inscrite au quotidien dedans. Parce que je pense que voilà, on se guérit à travers tout et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ce lien entre le corps, l'esprit, le mouvement, qui révèle tant de choses de notre personnalité et voilà, c'est une étude. Tu vois, tu parlais d'écrire tout à l'heure. J'ai eu des idées de livres cet été vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'avoir observé le lien qu'ont les gens avec leur corps ou le lien que n'ont pas les gens avec leur corps, qu'ils l'oublient totalement. Et j'ai hâte de découvrir maintenant un petit peu dans le monde thérapeutique la résilience des gens vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis des douleurs, etc. Voilà, donc j'ai un peu dépassé, mais voilà Non, les raisons un petit peu. non, tu parles de philosophie, tu parlais de bouddhiste tout à l'heure. Bon, je te connais, je sais que c'est des choses que tu as adoptées depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, puis à quel point ça fait de toi encore plus un meilleur homme? Parce que bon, regarde, les gens ils vont regarder Julien, beau gosse, calme, posé, tout ça. Julien, il peut être émotionnel. Julien, il peut envoyer du bois quand il a besoin d'envoyer. Julien n'est pas toujours, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas tous, on est tous humains, on n'est pas toujours sous contrôle, hein. Des fois, C'est quand ça.
faut que ça parte. Mhm. Faut que ça parte. Est-ce que ça t'a, quel point ça t'a aidé? Quelles sont les choses qui t'ont amené là? Puis comment ça t'a aidé dans ta vie, quoi, au quotidien? Euh, alors, je parlerai peu de la philosophie bouddhiste parce que je m'en sens pas le droit. Il y a des maîtres qui le font beaucoup mieux que ça et j'en suis très reconnaissant d'ailleurs. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Alors, on vient à la philosophie ou à la spiritualité principalement parce qu'on souffre. Généralement, quand tout va bien, on se pose pas ces questions. Moi, j'y suis venu parce que j'étais pas bien et en même temps, j'étais passionné de neurosciences et de choses comme ça. Donc, je lisais beaucoup de choses. Et puis, ça s'est croisé à un moment avec, souvent, dans les IRM, on mettait des moines pour étudier un peu leur cerveau pendant leur phase contemplative. Bon, tout ça pour te dire que je suis rentré là-dedans par là, par ma lettre, et que ça, effectivement, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la gestion de mes émotions, la philosophie bouddhiste a pour principe de s'attarder à la souffrance qu'on vit tous. Et la souffrance, ça peut prendre de multiples facettes, mais ça donne beaucoup de méthodes pour gérer ça. Ma principale souffrance, c'était l'anxiété. Je souffre de troubles d'anxiété depuis que je suis enfant, et donc, sans trop le savoir, j'ai aussi éteint ça une longue partie de ma vie, donc ça m'a aidé à faire ça, à gérer les complexités de la vie, les relations, comprendre que chacun fait comme il peut, que, que effectivement, tu en parlais beaucoup, on juge beaucoup, et que, un, ça peut pas nous faire du bien, et qu'on comprendra jamais la perspective de l'autre, jamais, au grand jamais, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de leur esprit. Donc, l'étude de l'esprit m'a amené à comprendre mieux les affects, à mieux comprendre les gens et à mieux me comprendre. Ça constitue mon bonheur, ça constitue mon équilibre. J'encourage tout le monde à. Tu vois, cet été, j'ai eu l'occasion de lire un bouquin sur Spinoza et du coup, j'en ai lu un autre et qui est dans la philosophie très analytique. Et tu vois, donc voilà, c'est pas que bouddhiste, ça permet de voir la vie aussi avec d'autres angles, mais je crois pas qu'on puisse gérer des gens correctement si on se connaît pas soi, si on se gère pas soi et si on n'est pas intéressé par l'esprit de l'autre. Et je pense que c'est le champ le plus important dans le coaching sportif. Je parle pas de préparation mentale ou quoi, parce qu'on a affaire à des psychés différentes et que ça peut avoir des impacts. Euh, et voilà, donc pour parler un peu de tout ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Puis, en tout cas, comme je dis, ça fait. Moi, je te sens depuis ces dernières années. Enfin, je te vois aller, puis je te sens de plus en plus équilibré. Puis, je t'ai trouvé très, en fait, serein dans le choix que tu as fait d'aller vers ça, parce que c'est pas facile. Euh, j'ai acheté un bouquin récemment, je me souviens plus je me souviens plus du titre. C'est Richard Martinez qui me l'avait recommandé. L'histoire de ce mec, en fait. Grand philosophe. Ouais, grand philosophe. Faudrait que je retrouve le livre. Où justement, il ose, comme on ose tous à un moment donné dire, oh, je veux t'arrêter, je veux partir, le truc, mais on le fait pas parce que bon, il y a tellement de choses. Puis, il parle de l'histoire de ces gens qui le font justement, puis qui expliquent le pourquoi, du comment, et puis comment ils sont capables d'aller contre le courant de tout ce qu'on a à faire, à payer, à accomplir, à ci, à ça, toutes les missions, les responsabilités qu'on peut avoir. Et puis, ils arrivent, enfin, eux, ils y arrivent, ils sont complètement libéré, si je peux utiliser le mot. Est-ce qu'on peut dire que toi, aujourd'hui, tu te sens libéré un petit peu? Je vais dire pourquoi je ne vais pas utiliser ce mot, parce que, un, la libération dans la philosophie bouddhiste, l'illumination, l'éveil, est une notion très forte. Donc, je pourrais jamais. Ok, ok, J'espère qu'un d'accord. jour, je pourrais utiliser ce mot-là. Et deuxièmement, dans notre champ à nous, ça voudrait dire que c'était un poids, et je ne veux surtout pas dire ça. Mais en tout cas, oui, c'est, j'ai atteint un certain équilibre et une certitude que en tout cas, faire ce métier pour ne pas être la meilleure version de moi-même, ça n'a plus d'intérêt et donc je veux plus le faire comme ça. Alors c'est sûr que les relations, les gens, les amis qu'on s'est fait, les beaux moments en direct, parce que c'est pas pareil à la télé que quand on le vit entouré de gens qui connaissent ce milieu. Mais ouais, je suis très serein face à cette décision, enfin vis-à-vis de cette décision plutôt. Mhm. Bah, je pense que tu Très vas, heureux. dans 4 ans,
Tu regarderas les Jeux Olympiques certainement à la télé. Moi, je sais que quand j'étais athlète, je suis revenu la première fois, j'ai regardé les Jeux après 2000 et 2004, 2008, j'ai regardé ça à la télé. C'était bizarre. Ouais, Et après, bon, regarde, c'est la vie. Hein. Accepte, t'es passé à autre chose. Tu as ça, je vu. peux pas t'en parler. On verra. Peut-être que je serrai les dents, je sais pas. Mais en tout cas, là, ces jeux-là, je les ai très peu regardés. J'avais vraiment envie de faire, vraiment envie de tourner la page. Euh, Juste pour terminer, parce on va parler un peu de ça, mais on fait rien tout seul et on n'est que la somme des gens qu'on a rencontrés, on n'est que la somme. Et vraiment, je le pense, euh, dans le coaching, on est quand même une communauté et on s'influence les uns les autres aussi. Et, et je trouve que ce que tu fais là, c'est génial parce que il n'y a pas beaucoup de moyens de partager finalement ce qu'on fait chacun dans nos petites vies. Et c'est comme ça que ça fait grandir. C'est ce qui manque d'ailleurs. Euh, et voilà, donc je vais dire que euh, puisque c'est destiné à être écouté par, j'espère, des coachs, je voudrais juste, moi qui m'en vais, rappeler à quel point donner, écouter et prendre conscience qu'on est ensemble, parce que des fois, il y en a qui s'isolent, c'est important pour grandir. Et c'est important pour s'améliorer dans sa tâche de coach. Est-ce que tu aurais un conseil à donner directement à un jeune entraîneur qui se lance, qui est passionné et qui veut foncer? Si tu avais un conseil à lui donner directement, ce serait quoi? Alors, Que tu lui donnes. je vais pas te donner un conseil parce que je me permettrai pas forcément. Par contre, je vais vous donner ce qui m'a animé. Et moi, je vais te raconter la discussion en entière. Je suis en Australie et j'ai 23 ans, 24 ans, et je demande à Yann Pope euh, comment on fait pour intégrer le plus tôt possible une équipe olympique. Et il me regarde et pourtant, il m'a donné de la force, il m'a accueilli, il était dans l'optique de m'aider. Il me dit, mais c'est l'expérience, c'est l'âge, tu pourras jamais aller aux Jeux olympiques tout de suite, Julien. Et ce genre de phrases, moi, je les ai jamais acceptées. L'âge, l'expérience, attendre, avoir peur de personne et pas avoir peur de foncer, moi, c'est ce qui m'a toujours animé. Et donc, si je peux, voilà, transmettre, moi, je trouve que c'est important de. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en moi et qui va pousser les portes de partout. Par contre, ça, je peux vous dire, en tout cas, que ça m'a aidé de pas trop regarder de haut les gens, ni de bas d'ailleurs, mais voilà. Je pense qu'on partage un peu peut-être un... Moi, je vais te partager quelque chose. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est apprendre tout le temps. Mm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'enrichis énormément des rencontres, des échanges, bonnes, mauvaises personnes que tu peux, que tu peux apprendre au fur et à mesure de ta carrière. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui me nourrit, cet apprentissage-là, qui est quand même qui est permanent, en fait, Permanent. qui est, Mm. qui est permanent. Mais j'aime bien vraiment, tu sais, puis maintenant avec tout ce qui se fait, des choses auxquelles tu peux avoir accès, c'est fou la somme d'informations L'information, ouais. que tu peux apprendre. Mais j'ai besoin, moi j'ai vraiment besoin j'ai vraiment ce besoin d'échange permanent, toujours pour se nourrir. C'est pas forcément toujours des sujets qui sont. C'est bizarre, tu vois, on n'a jamais partagé 157. Mm. Je t'ai demandé, je t'ai montré des trucs, tu m'as montré des trucs, tu sais, mais on n'avait jamais vraiment eu de discussion pendant Ouais. 2 heures. C'est quoi ton set? C'est quoi ci? C'est quoi Mm. ça. C'était plus souvent un peu une conversation comme on a aujourd'hui que des conversations. On est toujours, comme on disait tout à l'heure, c'est quoi la formule, tu sais? Ouais, c'est ça. Je pense C'est ça. pas que c'est ça. Si tu avais, et là je vais y aller plus pour moi, parce qu'on a partagé quand même pas mal de choses, on va dire en off, pas aujourd'hui ici, mais sur nos vies un peu plus personnelles. Si tu avais un conseil à me donner, moi, pour la suite, parce que je suis encore là, on continue. Si je veux me nourrir des mots de Julien, qu'est-ce que tu me dirais à moi Oh, aujourd'hui? c'est une tâche lourde. Euh, Oh. on en a parlé tout à l'heure, mais non, pas tout à l'heure, la dernière fois, mais je vais appuyer ce message. Vous sortez d'une grande réussite, on en parle aussi. Euh, Même si c'est pas perçu comme ça, il y a l'énergie d'accomplir plus.
Mais euh, vous allez avoir du temps de trouver ce qui vous anime, la nouveauté. Vous allez avoir besoin de créer autre chose avec Marie et tous les autres athlètes, bien sûr. Et bah, t'as remarqué, hein, on fait toujours d'abord des erreurs avant de prendre du recul. Donc, je t'invite à essayer de prendre du recul pour pas te lancer trop tôt, euh, pour pouvoir aller chercher ce que vous méritez, parce que si les gens savaient ce que Marie est capable de faire avec les sets de Greg, vous péteriez des câbles. Mais voilà, c'est juste d'insister une dernière fois, prenez votre temps. Parce que c'est fluctuant, l'émotion de la revanche, l'émotion du désir, alors que une carte bien établie, voilà, on a pris le compas, on a tout pris, on est sûr, ça n'a pas de prix, je pense. On revient Donc, voilà, à la à la patience. patience. À la patience. Si tu avais des gens à remercier, c'est le moment. Des coucous à faire. Je te donne le Waouh. champ libre. Go. Si tu veux envoyer whatever message tu veux envoyer, tu vas être écouté un petit peu en France. J'espère que ça va fonctionner. Donc les gens qui vont pouvoir Mhm. écouter seront contents peut-être contents de l'entendre. Bah, écoute, déjà, ce qui vient à l'esprit, bah, forcément, bah, merci à ma famille et à ma femme qui m'ont permis de vivre ça, parce que si ma femme m'accepte pas un déménagement un peu rapide il y a 12 ans à Marseille dans un appart pourri, je vis pas tout ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est la première personne à remercier. Et puis, tous les gens avec qui j'ai bossé au cours de ces années, notamment au cercle et suite enfin, à toutes ces rencontres que j'ai eues grâce aussi au cercle, parce que on en a peu parlé. Euh, ce que j'ai vécu là-bas, ça a été une page énorme de ma vie et ça a engendré beaucoup de choses très positives. Donc, je pense beaucoup quand même à cette période-là et donc à ces gens-là, à tous les collaborateurs que j'ai eus et puis à toutes les rencontres. Et puis, bonne chance à tout le monde de la natation. Éclatez-vous. Écoute, Julien, c'était super. On n'a pas abordé tous les sujets que je voulais aborder. Je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures, mais je Ouais. pense que c'était assez enrichissant. Les amis, c'était le 63e épisode de Retour de Talk en 2024 avec aujourd'hui Julien Jacquier. Merci, Julien. C'était super. J'espère que vous avez aimé l'émission. Je vous invite, comme d'habitude, la petite promotion, appuyez sur le petit bouton like, suivez-nous, partagez à fond, envoyez des messages si vous avez aimé pas aimé, soyez pas trop dur avec les mots, s'il vous plaît. On est humain et puis on fait au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, merci beaucoup, Julien. Je t'aime très fort. Merci à toi. Bonne chance Merci, pour la Greg. suite. Merci à vous. Bonne écoute et à très bientôt. It's a wrap. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.